Donc, il s'agit de discuter de l'autosondage, notamment pour le médecin généraliste et des informations qui peuvent être données pour ce que la compliance du patient soit d'autant meilleure que le généraliste soit un support pour l'utilisation de l'autosondage. Alors, en fait, si on veut que le généraliste soit un bon soutien dans la discussion sur l'indication, la première chose, c'est qu'il soit convaincu de l'indication. Et donc, cette indication, c'est d'abord l'indication dans la vessie neurologique hyperactive avec dysynergie. C'est la rétention chronique sur dysynergie. Et la meilleure façon d'expliquer aux généralistes ce concept, c'est d'expliquer que l'autosondage n'est pas lié au traitement qu'on va pouvoir appliquer sur la vessie pour obtenir un meilleur équilibre du réservoir, mais que l'autosondage est indiqué du fait de la pathologie de la dysynergie. Donc, je crois que le premier mot à expliquer aux généralistes, c'est le mot dysynergie et le mot hypertonie du strié qui n'est plus coordonné avec la contraction vésicale qui par ailleurs est soit pathologique, soit n'existe plus. Et qu'effectivement, en parallèle de cet autosondage rendu nécessaire par la pathologie qu'est la vessie neurologique du médulaire, on va être amené à faire des traitements pour équilibrer la vessie, les traitements les plus habituels étant les anticholinergiques, bien sûr, et secondairement la toxine botulique en cas d'échec. Donc, en fait, l'autosondage, il va répondre à un objectif, et je pense que c'est toujours bien de raisonner en objectif, sont une espèce de contrat avec le patient que le patient va retransférer dans son suivi chez généraliste. L'objectif, c'est obtenir une bonne continence par une bonne vidange qui est réalisée par l'autosondage et obtenir une bonne continence par l'équilibre de la vessie qui va protéger le haut appareil. Tout ça, ce sont peut-être des lapalissades, mais vu du côté de la médecine générale, je vous rappelle qu'on avait fait une enquête avec le réseau Sentinelle sur la connaissance que pouvait avoir le généraliste de l'autosondage dans sa pratique quotidienne. Et il était avéré que globalement, la probabilité de rencontrer un patient de l'autosondage dans une clientèle de généraliste, c'est quasiment 1 dans sa carrière, sauf si le généraliste travaille ou est à proximité d'un centre spécifique, comme un centre de rééducation pour handicapés. Et la deuxième chose qui était ressortie de cette enquête très intéressante, c'était que la connaissance de la gestion bactériologique sous l'autosondage était mauvaise. Et donc, c'est sûrement là-dessus que dans la suite de notre présentation, on va insister un petit peu. Alors, l'autosondage le principe, c'est que ça reproduit la miction. Et c'est bien de rappeler une miction. Une miction, c'est une vidange complète de la vessie, volontaire, au moment désiré. Dans la miction naturelle, c'est une contraction de vessie avec la relaxation du sphincter. Et donc là, la seule différence entre la miction naturelle et la miction par autosondage, c'est le caractère introduction d'un cathéter pour siphonner la vessie. L'autosondage, c'est un siphonnage vésical. Je pense que ça, c'est une expression qui peut être bien comprise, mais qui est bien volontaire. Le patient le fait quand il le fait où il veut, et c'est surtout une miction complète, c'est-à-dire que la vidange est totale et à basse pression. Donc, qui dit basse pression dit protection du haut appareil et prévention des complications infectieuses. L'autosondage, ça préserve la vessie puisque ça va permettre la vidange complète, ça préserve l'urètre et ça prévient les infections qui sont liées à la stase, les infections se développant par population bactérienne dans une vessie non contrôlée. Et donc aujourd'hui, ce sont des maîtres mots qu'on peut bien rappeler aux généralistes que l'autosondage, c'est volontaire, c'est complet, c'est à basse pression et c'est parce qu'on vide la vessie régulièrement qu'on évite la population bactérienne, mais la contamination faisant partie de l'autosondage pour 2/3 des patients. Donc c'est une technique propre, c'est simplement une toilette. Ça se fait à main nue et bien sûr, il n'est pas question d'utiliser des désinfectants. C'est une partie difficile pour la médecine générale de comprendre que la désinfection est inutile. Pour que le généraliste comprenne les principes de l'autosondage, il faut que le patient soit adhérent. Et pour que le patient soit adhérent, il faut qu'il ait été éduqué. Et ce n'est pas le généraliste qui va faire l'éducation, c'est d'abord pas son rôle et puis ce n'est pas dans son temps de consultation. Donc l'éducation thérapeutique, aujourd'hui, elle est rentrée dans les mœurs de toutes nos équipes et elle est la base de la compliance thérapeutique du patient, puis du généraliste derrière, qui sera d'abord convaincu par le patient lui-même. Beaucoup de nos traitements vont être bien acceptés par le généraliste si le patient en est intimement convaincu et en amont si le médecin et le praticien en est convaincu. Ici, entre spécialistes du handicap, on en est tous convaincus et donc faisons redescendre cette conviction dans la vie quotidienne des patients et leur suivi en médecine générale.
Bien sûr, qui dit sondage facile dit que le MEA est accessible, ce qui n'est pas toujours le cas chez les femmes, que la motricité des mains est bonne et donc il ne faut pas que la tétraplégie soit trop haute, auquel cas il y a un handicap à l'accès à la sonde au déshabillage. Et bien sûr, il faut avoir un niveau mental et physique qui le permet. Tout ça, c'est du travail de la médecine physique et réadaptation et des équipes multidisciplinaires pour que le patient adhère. Donc, je l'ai déjà dit et je le redis, on ne fait pas d'autosondage si on n'a pas un contrôle de l'hyperactivité de vessie quand la vessie est hyperactive, notamment sur des paraplégies médulaires, des paraplégies dorsales. Comment est-ce qu'on va conseiller aux généralistes de suivre le patient sous autosondage? Qu'est-ce qu'il en est du point de vue d'abord infectieux et ensuite du point de vue rythme de suivi de la neurovessie? L'infection, alors, il n'y a pas d'infection sous autosondage, il y a de la contamination. Ça a été bien redéfini dans les conférences de consensus. Et donc, on dit aux patients, en cas de symptômes évoquant une infection, c'est-à-dire de symptômes du bas appareil, du type urine sale, augmentation de la fréquence, sensation de petite fuite, et bien on augmente les boissons, on augmente les sondages et on ne fait pas d'examen d'urine s'il n'y a pas de fièvre. Et le suivi régulier, c'est une fois par an le calendrier mictionnel qui permet de s'assurer que le rythme est bon et que les volumes ne sont pas trop importants. On peut, si on a un doute, faire une échographie après sondage pour vérifier que le patient se sonde bien, notamment chez les femmes, que les sondes ne sont pas trop courtes avec des prolapsus, c'est des choses qui peuvent arriver, et on surveille la fonction rénale. Et le maître mot, j'allais dire pour conclure, c'est que si on explique aux médecins généralistes que d'avoir essayé l'autosondage pour le patient, c'est l'adopter pour le patient, c'est aussi l'adopter pour son univers médical. Aujourd'hui, on a tous les éléments pour que le patient adopte l'autosondage. On a la chance en France que ça soit intégralement pris en charge par l'assurance maladie. On a de multiples modèles de sondes, de packaging, de lubrifiants qui permettent de trouver la bonne sonde, y compris dans sa forme, coudée ou pas. L'environnement médical doit être cohérent et en phase, et donc c'est notre rôle de faire des lettres d'information, de faire des films d'information, et bien sûr de détecter, et là le généraliste peut avoir un rôle quand il constate qu'il y a des anomalies sur le plan infectieux, fièvre, fuite, de savoir reposer les bonnes questions pour se rendre compte que peut-être le patient a lui-même échappé à un bon suivi. Comment est-ce qu'on peut l'aider? On peut faire une lettre au médecin en expliquant tout ça, et il existe des lettres types. On peut demander un catalogue à chaque visite. C'est un peu contraignant et certains patients se lassent, surtout quand ils sont des bons patients qui suivent bien les règles. Et puis, on peut se référer aux référentiels nationaux et internationaux qui sont tous dans la même ligne et dans la même phase d'évaluation. Donc, je suis maintenant à la disposition de l'auditoire pour répondre à des questions, commentaires, sachant qu'on était bien orienté vers que dire pour que le généraliste soit convaincu que l'autosondage de son patient est la bonne solution. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Pas de questions sur le chat. Moi, j'ai une question pour Emmanuel. Là, tu traites effectivement le neurologique, mais il n'y a pas que les autosondages chez le neurologique. Il y a une population particulière, pour poursuivre sur l'insuffisance sphinctérienne, qui sont ces femmes auxquelles on met une bandette sous-urétrale, qui ont une hypocontractilité vésicale, qui n'arrivent pas à uriner, qu'on met à l'autosondage. Et puis, quand on les explore, on se rend compte qu'elles ont une insuffisance sphinctérienne avec une pression de clôture effondrée. Et donc, plutôt que de couper la bandelette, on leur propose de l'autosondage et finalement, elles s'en contentent parfaitement. Est-ce que tu as une information spécifique pour ces patientes ou pour leurs généralistes? Alors, c'est une excellente question. Et je crois que si on a centré le topo sur le neurologique, c'est parce que le neurologique, il est la preuve du concept de l'autosondage. Et donc, l'indication dans l'incontinence féminine qui souffrirait de rétention après une pose de bandelette, c'est le principe du traitement d'une rétention par obstacle entraînant une obstruction avec une augmentation des pressions, voire une impossibilité d'uriner. Donc, l'autosondage est une excellente indication dans ce cas-là pour peu que la patiente souhaite ne pas subir le processus que tu évoquais, qui est la section de bandelette, voire derrière un nouveau traitement de l'incontinence qui peut aller jusqu'au sphincter artificiel. Donc, absolument, il y a notamment une autre indication d'autosondage qui est l'obstruction prostatique chez le patient qui se met en rétention sur hypertrophie bénigne. Là, ça sera temporaire en attendant la chirurgie. Mais je crois que c'est bien de rappeler que l'autosondage s'est développé dans le monde du neurologique avec des concepts qui, justement, ont fait la preuve de l'utilité de l'autosondage et des raisons pour lesquelles on indiquait qui peuvent de ce fait être transposés à l'homme prostatique, à la femme en rétention sur bandelette ou à rétention sur une pathologie autre, prolapsus extériorisé, enfin, c'est quand même beaucoup plus rare.
Et j'abonde tout à fait dans ton sens et c'est quelque chose qu'on utilise souvent et qu'on propose effectivement. Une question sur le chat, on va peut-être finir rapidement avec cette question. Peut-on arrêter les autosondages propres intermittents chez un patient qui a un canal lombaire étroit et qui a un résidu post-mictionnel qui est non significatif? Est-ce que c'est juste une question de résidu? Est-ce que c'est une question de trouble de la vidange qui peut être présent en dehors d'un RPM significatif? C'est une question de mode mictionnel. Si on arrête l'autosondage pour que le patient pousse, on a tout faux sur le plan du haut appareil et de la protection du périnée. Donc, arrêt d'autosondage veut dire vérifier qu'on a une miction par contraction vésicale avec une synergie qui permet l'ouverture du système sphinctérien. Donc, la réponse, elle vient de la réévaluation urodynamique en espérant une récupération du réflexe mictionnel. Voilà.